Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma camarade, ma chère Ombline. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour, ça va bien Olivier, bonjour à tous. Ici, comme vous le savez, c'est votre heure. Nous partageons vos expériences de vie, votre vécu nous intéresse. En 2017, 685 enfants d'origine étrangère ont été accueillis par des familles en France. Mais il est aussi possible d'adopter quelqu'un dans sa propre famille ou encore des pupilles de l'État. Ce sont des mineurs qui ont perdu tout lien avec leur famille et qui sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. En 2016, 785 pupilles de l'État ont été adoptées. Pour certains, l'adoption est un parcours du combattant, attente considérable, démarche administrative à n'en plus finir, et puis vient le moment de la rencontre avec les enfants. Pour tous, c'est un changement radical, une nouvelle famille à créer. Chacun doit trouver sa place et s'adapter. Alors l'adoption, une réelle aventure familiale, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. On vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. On vous lit également sur Twitter, hashtag Europe 1 ou sur Facebook via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Blandine au 39 21 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Blandine. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? J'ai 44 ans et je vous appelle des Yvelines. D'accord. Alors, je vais résumer un petit peu votre histoire. En novembre 2017, vous vous êtes envolé avec votre mari pour la Colombie pour retrouver 3 frères et sœurs, 2 garçons, un petit garçon de 6 ans, l'autre de 2 ans et demi, et leur sœur de 4 ans. C'était un souhait de votre part d'adopter 3 enfants d'un coup ? Oui, tout à fait. C'était dès le départ, on a réfléchi et on s'est très vite orienté pour demander un agrément pour 3. D'accord. Et ça a été facile ou racontez-moi un peu tout ça. On a eu beaucoup de chance. Ça a été on a rencontré des professionnels qui ont bien compris notre démarche. Oui. Et on a commencé l'agrément en 2016, en juillet 2016, et on a eu l'agrément en juin 2017. Ce qui a été relativement rapide, hein. Tout à fait. Ah oui. En 9 mois, on avait l'agrément avec une notification d'une fratrie de 3. Oui. Alors pourquoi 3 enfants d'un seul coup ? Parce que on avait bien compris les enjeux de l'adoption internationale. Oui. Et que, n'étant plus tout jeune, on savait que de toute façon on ne pourrait pas avoir de bébé. Et qu'on s'était dit que faire plusieurs agréments de suite, ça nous paraissait vraiment peu envisageable et très compliqué. Et est-ce que vous étiez aussi motivé par le fait d'avoir justement une fratrie et enfin d'avoir une fratrie qu'on ne séparait pas, parce que je suppose que ça a pesé pour vous. Nous, on voulait une famille nombreuse, donc c'était un souhait. Ça nous permettait de réaliser notre souhait de couple de manière un peu hors du commun, mais on était prêts à ce chamboulement-là, ouais. Alors vous êtes allé en Colombie, vous êtes revenu avec ces 3 enfants. Je suppose que voilà, l'arrivée devait être quelque chose qui est resté gravé dans vos mémoires à tous, les enfants comme vous. Comment ça s'est passé l'arrivée à la maison ? On est rentré en décembre dernier. C'était pour eux que des découvertes, parce que vivre en orphelinat et se retrouver dans une maison avec une chambre, avec des jouets à eux, découvrir la propriété, c'était vraiment très... Ça devait être magnifique, non, pour eux ? Ouais, c'était magique. C'était magique pour eux, c'était magique pour nous, parce que nous, on découvrait aussi la vie de famille. Ouais. Donc, c'était de découverte en découverte, et puis on était très entourés par nos familles. Oui. Donc, ça a vraiment été... formidable. Oui, tout à fait. Ils sont allés à l'école tout de suite ? Alors, ils sont allés à l'école assez rapidement, parce qu'on est rentré mi-décembre, et les 2 grands sont entrés à l'école mi-janvier. Ils se sont bien acclimatés à ce nouvel environnement, cette nouvelle vie. Vous avez senti que ça... Ils étaient déjà scolarisés à l'orphelinat, donc pour eux, ils étaient en demande de retrouver des copains. Oui. Et pour l'aîné, il était en CP, donc ça a été un peu compliqué au départ, parce que le CP a des enjeux d'apprentissage un peu plus importants. Bien sûr, oui. Mais il était très motivé et on a été très très bien accueillis dans les écoles. Et la deuxième qui rentrait en maternelle, ça a été fait sans aucune difficulté, quoi. Et alors, est-ce que des liens se sont créés rapidement entre vous, ce lien de parents à enfants ? Oui, dès notre première rencontre, ils nous ont appelés papa-maman. Oui. Et puis, à 6 ans et demi, déjà, le grand, il était vraiment partie prenante de ce projet. Donc, il savait qu'il allait avoir des nouveaux parents. Donc, ça a été très... Même s'il y a eu des petites difficultés au début pour que chacun trouve sa place, ils étaient partie prenante et on était tous d'accord sur le fait qu'on était... Une famille.
une famille à créer, une nouvelle famille avec une histoire pour eux avant et pour nous aussi. Mais non, ça s'est fait globalement assez facilement. Connaissent-ils l'histoire de leur famille biologique ou c'est quelque chose qui est vague pour eux? Non, l'aîné a des souvenirs. Oui. Et ils ont vécu en famille biologique pour l'aîné jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc oui, il a des souvenirs. D'accord. Ils en parlent de temps en temps avec vous ou est-ce qu'ils en ont parlé au début et puis Ils en parlent assez facilement, surtout souvent quand on voit des femmes enceintes, ça ravive des questions. Oui. Ou quand on voit un dessin animé où ça parle de famille, mais où c'est souvent pour essayer de mieux... Ils nous demandent souvent de leur raconter leur histoire et comment ils sont passés de leur famille biologique à l'orphelinat et puis ensuite auprès de nous, quoi. Donc vous en parlez facilement. Après non. Est-ce que vous appréhendez l'adolescence, cette période où ils sont en pleine construction, les moments existentiels? Non, parce que on a déjà pas mal de questionnements sur est-ce que je peux aimer deux mamans à la fois, est-ce que voilà, donc on se dit que tout ce qu'on arrive à évoquer et à leur permettre d'appréhender maintenant, ça sera une force en plus pour l'adolescence, quoi. Une belle famille, alors Blandine, on sent que vous êtes heureuse parce que ça marche en fait cette aventure. Les enfants sont heureux aujourd'hui, bien intégrés, et c'est une famille nombreuse, famille heureuse comme disait la chanson. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage, Blandine, au 3921. Dans quelques instants, nous serons avec Julia. Pendant le processus d'adoption, elle est tombée enceinte et cela n'a pas empêché d'accueillir la petite Élise chez elle. Europe 1. L'adoption, une aventure longue, intense, heureuse, parfois douloureuse. Vous avez été adopté, vous nous racontez votre histoire au 3921. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons de l'adoption, ce changement radical dans la vie d'une famille qui adopte dans la vie d'un enfant. C'est votre histoire, on vous écoute au 3921. Et nous avons eu Blandine au 3921 qui nous expliquait l'adoption de ses 3 enfants colombiens, 2 petits garçons et une petite fille, et combien cette adoption s'avérait être une belle aventure et qu'une famille nombreuse était là maintenant et vivait très bien cette adoption. Et nous sommes maintenant avec Julia. Bonjour Julia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Bonjour Olivier, merci de m'accueillir. Je vous en prie. J'ai 44 ans et j'appelle de Troyes. De Troyes, dans l'Aude, c'est ça? Aube. Aube, dans l'Aude. L'Aude est très à la mode en ce moment, mais c'est l'Aube. Exactement. Quel âge avez... Alors, oui, je vous ai dit, vous avez 40 ans. Alors, avant de résumer le début de votre histoire, juste une petite question. Votre conjoint et vous avez décidé en 2005 d'adopter. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Le désir de faire famille, ça c'est évident. On a toujours eu envie l'un comme l'autre d'avoir ce qu'on pense être la famille idéale, un enfant bio et un enfant adopté, biologique, pardon. Et ça a toujours été un désir qu'on s'explique toujours pas, en fait, de vouloir faire naître un enfant qui ne serait au conditionnel pas fabriqué par nos soins. C'est quelque chose qui était évident. Qui était inscrit pour vous. De prendre d'éduquer, d'aimer un enfant. Différent. Ouais. Voilà. Alors, vous avez commencé les démarches en 2005 pour pouvoir adopter en France. Il faut un agrément qui met en théorie 9 mois à arriver. Mais si au bout de 5 ans, on n'a pas adopté d'enfant, alors il faut tout recommencer. C'est ce qui vous est arrivé. C'est avec quelque chose qui s'est passé. De spécifique. Oui, l'arrivée d'un enfant biologique en fin 2007 qui a fait de nous des parents et qui a d'autant plus renforcé notre désir d'enfant adopté. Mais le fait que vous tombiez enceinte, en fait, est-ce que ça a influencé quelque part le bon déroulement ou le mauvais déroulement de ce que vous entrepreniez pour adopter? Alors, ça nous a fermé des portes. Pourquoi ? Parce qu'on avait un agrément pour adopter 1 à 2 enfants de 0 à 6 ans. On n'avait pas forcément le souhait, entre guillemets, de pouponner ou d'avoir un enfant jeune ou très jeune. Donc l'arrivée de notre fils a pas
fermé des portes sur une adoption française, nationale, on va dire, et ou étrangère, étant donné qu'il y a beaucoup de critères qui permettent l'éligibilité des couples qui sont déterminés par pays. Donc on a fait, entre guillemets, la technique de l'entonnoir en se disant, alors là on peut postuler, là on peut pas, là on peut, là on peut pas. Et puis finalement, on n'a pas lâché et on a déposé notre dossier, je dirais, un peu partout dans le monde et on a été accepté par un organisme agréé pour l'adoption. Mmh. En décembre 2016, vous avez donc fini par accueillir la petite Élise chez vous. Elle venait tout droit de la République démocratique du Congo, elle avait 7 ans. Ça a été un changement de vie radical pour Élise. Comment ça s'est passé la première fois qu'elle est arrivée à la maison, que vous l'avez vue? Comment ça s'est passé tout ça? Alors on est allé la chercher au Congo, déjà. Et lorsqu'elle est arrivée, c'était la surprise, voire la stupeur. La stupeur. La stupeur de voir qu'elle avait une maman qui conduit, par exemple. Ouais. Oh, tu conduis, t'as une voiture. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. C'est une enfant qui n'avait jamais été scolarisée. Mmh. Stupeur et surprise de découvrir l'organisation de la vie en France, tout simplement. Hein. Est-ce que des liens se sont vite créés entre vous? Est-ce que vous avez senti que ça prenait entre vous? Ça a été très progressif. Oui. Elle a mis 6 mois avant d'aller sur les genoux de son papa. Mmh. Est-ce que c'était dû finalement au fait que cet enfant avait vécu en République démocratique du Congo et qu'elle avait eu une vie pas facile, je crois. Hein. Oui, elle a eu une vie très très compliquée et très douloureuse. Mmh. Alors, sans doute beaucoup d'appréhension. Oui. Beaucoup d'appréhension face à la nouveauté. Beaucoup d'enfants sont enthousiastes, d'autres sont beaucoup plus réservés. Dès que quelque chose est nouveau ou hors des clous, les enfants ont besoin d'énormément de stabilité, d'un rythme. Bien sûr. Donc l'ordinaire changeant tellement, elle a fait un virage à 180 degrés, ou 360. Oui, j'allais vous dire 360, oui. Mmh. Voilà, ça a été très très compliqué d'appréhender le nouveau. Néanmoins, aujourd'hui, pour tout ce qui peut rythmer sa vie, composer sa vie, tout va bien. Hein. Comment s'entend-elle avec son frère? Parce que ça doit être important, ça. Très bien. Ils sont pourtant très très différents, oui. Mais ils s'entendent bien, ils rigolent comme des frères et sœurs, ils se disputent comme des frères et sœurs classiques. Ils ont des moments de complicité en même temps que d'énormes différences de centres d'intérêt, déjà garçon-fille. Il n'y a pas de... pour eux, ce sont vraiment des frères et sœurs. C'est mon frère, c'est ma sœur, et puis l'un défend l'autre face à des regards ou face à des remarques, par exemple. C'est assez touchant. Et ça a été dès le premier moment. Voilà, en tout cas, une autre histoire d'adoption réussie. Je dis réussie parce que quand on adopte un enfant qui a déjà vécu, qui a 6 ans, 7 ans, 5 ans, ça n'est pas évident. Merci 1000 fois, Julia, pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous aurons le témoignage d'Ivan, qui lui a été adopté. Il est d'origine chilienne. Et il y a France qui nous écrit sur Facebook. L'adoption est une grande aventure familiale. J'ai adopté 2 garçons trisomiques et mes 3 grandes filles ont été dans l'aventure dès le début. Europe 1. L'adoption, c'est votre histoire familiale. Venez nous la raconter au 39 21 50 centimes la minute et vous réagissez aussi sur Twitter, #Europe 1. Qui peuvent rencontrer des difficultés pour devenir parents, des enfants avec qui ils tissent un lien qui n'est pas génétique. On parle de l'adoption et de cette nouvelle famille à créer avec vous au 3921. Et nous avions Blandine en première partie de l'émission qui avait adopté 3 enfants colombiens, famille nombreuse, famille heureuse, une adoption réussie. Julia qui avait adopté en République démocratique du Congo une petite fille de 7 ans et cette adoption est réussie. Nous allons voir comment s'est passée l'adoption d'Ivan qui lui a été adopté au Chili. Bonjour Ivan, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez 44 ans, Ivan. Oui, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où d'ailleurs? Excusez-moi. D'Alfortville.
D'accord, ok. Alors vous avez 44 ans et en 1979, à l'âge de 5 ans et demi, vous êtes arrivé dans une famille française. Vous veniez du Chili et vous dites que pendant longtemps, vous pensiez que l'arrivée s'était bien passée et vous l'avez idéalisé. Que voulez-vous dire par là ? J'ai été président d'association de familles d'enfants adoptés nés au Chili. Je ne suis plus, et j'ai créé le Conseil national des adoptés. Et donc, je parle aussi d'expériences autour, et il est évident que jusqu'à un certain âge, qui peut être même très très long, 25 ans, 30 ans, il y a une chimère qui se construit, qui entoure l'adoption, et que l'adoption forcément doit être quelque chose de joyeux, où c'est s'est bien passé, l'enfant est allé à l'école sans problème, et le plus souvent sont rares les parents qui disent que les débuts sont difficiles. C'est très très rare. Ce que vous entendez par là, c'est que finalement on idéalise presque inconsciemment, enfin consciemment et inconsciemment l'arrivée de l'enfant dans la famille. Est-ce que vous étiez un enfant perturbé, tourmenté ? L'enfant lui-même pense que c'est féerique, quoi. Vous venez d'un bidonville ou d'une institution et 24 heures après, vous avez une maison de 250 mètres carrés, un chien, un jardin, tout ça. Personne ne parle de ça, de ce choc. Tout le monde pense que prendre un enfant qui a été placé en institution, c'est forcément un épouse de joie. Personne ne dit que cet enfant qui a été en institution, il a eu des amis dans cette institution. Bien sûr. Il a eu des gens qui ont eu une approche affective, et même si c'était pas des parents, des gens qui le soignaient, etc. Donc il quitte. Il abandonne lui aussi toute une vie, quoi. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez. Et donc, on parle uniquement de l'arrivée. Et même dans les cas d'adoption ratée, on dit que c'est à cause de la préadoption. Moi, je dis que non. Je dis qu'il y a une partie aussi qui est due à l'adoption, au caractère des parents adoptifs, à la rigueur des parents adoptifs, et que dans les échecs, c'est pas si simple que un gentil blanc qui adopte un Sud-Américain ou quelqu'un d'Afrique, etc. Et j'ai envie de vous dire, Ivan, que c'est ce pourquoi le parcours est long, parce que souvent les personnes qui sont en charge de ces adoptions et de ces enquêtes préliminaires pour savoir comment sont les parents, c'est ce pourquoi c'est long. Quand on vous entend parler, on comprend pourquoi on prend excessivement de précautions avant qu'un enfant arrive dans une famille. Donc je suis pas très représentatif de ça parce que moi c'était en 79. Il y avait encore des adoptions comme on appelait libres, et qu'il y a eu des adoptions qui ont été rapides. Alors on a à une période de 10-20 ans, on a mis en place des même plus de 20 ans, des tests et un parcours plus compliqué pour les parents. Est-ce que Ivan, vous dites que vous ne vous sentez pas complet aujourd'hui, qu'entendez-vous par là? Je pense qu'aucun adopté, même ceux qui disent que ça ne les atteint pas. J'ai eu beaucoup de cas d'adoptés ou de parents qui me disaient mon enfant n'en a rien à foutre du Chili, et je voyais ce garçon qui me mettait en ami, et je voyais qu'il y avait un drapeau du Chili tapé dans son dos. Ça a l'air caricatural, mais ça résume tout ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est-à-dire que il y a beaucoup de parents qui pensent que l'enfant sourit, ne demande rien sur son pays, ils leur mettent un géo ou un magazine sur le pays, ils n'en ont rien à foutre, mais parce que c'est de la sphère intime, mais c'est dans leur peau. Et que cet enfant de qui on m'a dit qu'il n'en avait rien à foutre du Chili et qu'il a découvert qu'il l'avait tatoué sur son dos, ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'ils l'ont dans la peau, dans le sang,
c'est assez, et donc le nombre de parents qui sont venus me voir parce que j'étais président d'une association de famille et que j'étais le premier, et ça les gênait un peu en se disant le mien il s'y intéresse pas tant, et en même temps j'étais interrogé par ma présence. Oui, j'entends complètement. Merci beaucoup Ivan pour votre témoignage. On comprend que l'adoption est compliquée, que aucun enfant d'adopté, selon ce que vous me dites, ne se sent totalement complet. On pourra le vérifier, en tout cas avoir certains éclairages tout à l'heure avec les autres témoignages pour parler de cette recherche d'identité justement et de la place que chacun doit trouver. Nous allons accueillir dans quelques instants Julien Pierron. Il a été adopté lui-même et il est médecin généraliste et vice-président de l'association de la Voix des adoptés. Comme Ivan, il y a Julia qui nous raconte « J'ai été adoptée », mais de là à ce que cela devienne une force, ce n'est pas mon cas. Le fantôme de l'abandon est toujours là. Le plus dur, c'est de ne pas savoir d'où l'on vient. Europe 1. Vous avez été adopté, vous avez connu le long parcours de l'adoption d'un enfant. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de l'aventure familiale qui est l'adoption, une aventure semée d'embûches. Votre aventure, on vous écoute au 39 21 sur Europe 1. C'est Francis Cabrel avec Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Le verbe aimer conjugué à tous les temps par Francis Cabrel sur Europe 1. Cet enfant que vous aimez et aimerez toujours, vous l'avez adopté. Ils sont vos parents, seront toujours vos parents, même sans lien de sang. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de l'adoption avec vous au 39 21. Et nous sommes en ligne avec Julien Pierron. Bonjour Julien Pierron, vous êtes vice-président de l'association de la Voix des adoptés, médecin généraliste et adopté d'origine coréenne. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on vient d'entendre le témoignage d'Ivan, qui a eu du mal à trouver sa place, son identité. Lui qui est arrivé dans une famille en France depuis le Chili à l'âge de 5 ans, je le rappelle. C'est courant chez ces enfants adoptés à l'étranger d'avoir du mal à un moment de leur vie à être en phase avec leur identité. Cela peut arriver, mais c'est resté très longtemps tabou. Très longtemps tabou, puisque je reprends un petit peu l'époque à laquelle était adopté Ivan, dans les fins des années 70 et années 80. Oui, exactement. Disons que les représentations de l'époque, c'était on voit des maternités d'aéroport, un enfant qui sort page blanche du ventre d'un avion, et avec de l'amour et tout l'amour possible, et il va naître et l'histoire va commencer à son arrivée. Les échecs d'adoption, quand on dit échec d'adoption, sous-entendu, il y a rupture avec le milieu adoptif, et l'enfant serait confié aux services sociaux, ce qui serait en quelque sorte une deuxième séparation, un deuxième abandon. Ce sont des statistiques qui sont restées juste longtemps tabous. On commence à avoir quelques chiffres. Heureusement, ces chiffres sont très faibles, mais j'allais dire, malheureusement, le vécu et les conséquences sont lourdes. Yvan semblait dire, de par son expérience, que l'on prépare mal des parents à adopter des enfants. Est-ce que c'est vraiment le cas, à votre avis, ou finalement, ces parents sont généralement bien préparés? Alors, je remets dans le contexte de la fin des années 70 et même des années 80, il n'y avait pas de manière aussi officielle et réglementée qu'actuellement des procédures d'agrément. On pouvait aisément aller adopter à l'international. Si les personnes allaient adopter d'ailleurs à l'international, c'est parce que c'était nettement plus simple d'adopter un enfant à l'étranger qu'en France. Les choses ont évolué depuis un certain nombre de dispositifs juridiques, dont en 96 et encore plus récemment, où il y a normalement, comme vous l'aviez dit, une démarche d'agrément qui dure 9 mois, où il y a des vérifications psycho-médico-sociales avant de délivrer cet agrément, bien qu'en la matière, on puisse encore faire de mieux en mieux. Car l'idée réellement, c'est justement de prévenir ces échecs d'adoption d'une part,
et d'autre part que cette adoption, elle soit vraiment une mesure de protection de l'enfance qui soit dans les meilleurs intérêts de cet enfant. Justement, comment le parent doit s'y prendre pour accueillir au mieux cet enfant adopté et lorsqu'il vient de l'étranger comme ça, et en plus lorsqu'il a 5, 6, 7 ans, donc qu'il a un vécu derrière lui? Je crois que les deux témoignages que vous avez... C'était le cas pour les deux premiers témoignages. De Blandine et de Julia sont des exemples tout à fait représentatifs, parce qu'elles ont dû bénéficier et être actrices de leur projet, de leur démarche, avec sans doute peut-être des soutiens professionnels, associatifs, des projets qui ont été mûrement réfléchis, des projets qui ont peut-être été aussi affinés au cours du temps, puisqu'il y a eu effectivement pour Julia ce on appelle dans le monde de l'adoption une grossesse surprise, c'est-à-dire alors qu'on n'avait pas réussi avant et que les adoptants eux-mêmes ont parlé du parcours du combattant pour adopter, mais on pourrait appliquer le parcours du combattant d'une part de personnes qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants et qui ont eu des parcours de stérilité au cours desquels il y a pu y avoir vraiment des blessures, des choses très difficiles, des choses difficiles à digérer, puisque c'est pas simple d'être entre les mains d'autres pour éventuellement en plus, pour essayer d'avoir des enfants et en plus éventuellement ne pas y arriver. En tout cas, le fait d'avoir eu un enfant, en tout cas pour Julia, d'avoir été enceinte, on a compris que ça repoussait et que ça changeait la donne pour cet enfant qui allait arriver. Restez en ligne avec nous, Julien Piron. Je rappelle que vous êtes médecin et vice-président de l'association La Voix des Adoptés, dont nous allons parler dans quelques instants. Europe 1. Quand le chemin jusqu'à l'enfant est fastidieux, joyeux, éprouvant, vous avez adopté un enfant, vous avez été adopté, on vous écoute sur Europe 1 au 39 21. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39 21 sur Europe 1. On parle de l'adoption, cette extraordinaire aventure familiale. Et nous accueillons désormais au 39 21 Sylvie. Bonjour Sylvie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va. Un petit peu stressé, mais ça va. Non, mais détendez-vous, tout va très bien se passer. À l'âge de 45 ans, Sylvie, nous étions donc en 2004, vous étiez maman célibataire et vous êtes allée en Russie où vous avez adopté une petite fille de 9 ans. Pourquoi avoir fait ce choix de l'adoption tout d'abord ? Écoutez, ce choix de l'adoption s'est présenté naturellement parce que j'avais envie de créer une famille, j'avais envie d'avoir des enfants autour de moi et ça ne s'était pas présenté dans mon chemin de vie. Donc l'adoption était un choix. Voilà. La rencontre, vous dites que la rencontre avec elle a été très belle, elle vous a sauté dans les bras directement en vous appelant maman. Vous avez ensuite passé 15 jours avec elle en Russie et vous avez commencé à quand même déceler des choses dans son caractère, comme quoi par exemple ? Alors effectivement, la rencontre était magique. Elle m'a choisie dans une brochette de femmes qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a effectivement appelée Mama. Et on a passé 15 jours pour nos démarches administratives en Russie. Et là, je me suis rendu compte que son caractère avait été vraiment bien trempé. En fait, il s'est construit quand même sur son vécu. Son vécu 9 ans. 9 ans sans attention, sans amour, 9 ans de violence, d'abandon. Elle en avait déjà eu 4, puisque c'était le 4e, celui que l'abandon se transformait en adoption. Et son caractère s'est forgé sur ça, sur les peurs, sur les angoisses, sur le manque d'amour, sur le manque de tout. On peut comprendre que cet enfant, ayant subi 4 abandons, soit peut-être méfiante envers l'adulte au moment où vous la rencontrez, mais elle vous appelle Mama. Arrivant en France, vous affrontez d'emblée des problèmes avec cette petite qui a été peu scolarisée en Russie et qui avait visiblement beaucoup de mal avec l'autorité. Mais c'est vraiment à la préadolescence que ça a été difficile à vivre pour vous. Je vais directement à cette période-là, parce qu'elle s'est mise à fumer, à boire, à sortir avec des garçons que vous dites peu fréquentables. Vous vous êtes senti dépassée par les événements, Sylvie ? Il a fallu que je gère des situations
auquel j'étais pas du tout préparée. Oui. Elle avait une imagination assez débordante dans dans ces genres de mise en situation. Je n'étais pas du tout épaulée. Je n'avais aucune aide des services sociaux, des psychiatres qui étaient totalement inexistants et inadaptés. Et effectivement, j'ai dû mettre beaucoup de bon sens et parfois j'avais un peu du mal à comprendre par quel bout prendre les choses, parce qu'en fait, dans ces conditions, l'amour ne suffit pas du tout. Oui. Et il lui fallait un cadre que je n'arrivais pas à mettre en place parce qu'on ne m'écoutait pas. Mmh. C'est finalement à l'âge de 20 ans qu'elle a été reconnue handicapée à 80%. Est-ce que ça a été un soulagement pour vous ? Est-ce qu'avec ce diagnostic, ça a été plus la paix pour vous et un soulagement de voir qu'enfin on reconnaissait ce handicap ? Alors soulagement, c'est un bien grand mot. Paix, probablement ça a apaisé un peu des choses, oui. Parce que c'était le début d'un chemin qui permettrait de mettre en marche, de prendre en compte ces différences, de mettre en place des solutions qui vont lui permettre probablement d'être prise en compte dans ses souffrances. Et sans doute de trouver sa place, parce que quand on est handicapé à 80%, on bénéficie quand même d'une aide financière. Je suppose que ça a été un soulagement pour vous, c'est pour ça que je parlais de soulagement, Sylvie. Ah oui, alors soulagement financier, vous voulez dire, c'est effectivement pas dans ce sens-là que je le prenais, parce que effectivement elle a une aide d'adulte handicapé. En revanche là, elle est en construction, elle a du mal à trouver ses repères, parce qu'elle est submergée par ses angoisses et ses peurs, malgré le fait que elle a réussi à construire un début de vie toute seule, parce qu'on s'est séparés. La séparation était nécessaire pour qu'on puisse se reconstruire chacune de notre côté. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Comment vous les décririez, ces relations ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu, ou vous avez l'impression de vivre un échec avec votre fille ? Ah, pas du tout. Alors là, l'échec, pas du tout. Pour moi, c'est carrément... c'est une relation qui a été très difficile, oui. Certes. Elle est totalement incroyable. Moi, j'ai énormément appris. Elle m'a énormément bousculée dans mes certitudes. Oui. Vous avez beaucoup d'amour pour elle. J'ai que de l'amour pour elle. Oui, j'entends. J'ai que de l'amour pour elle parce que je l'ai choisie, je suis allée la chercher. Et puis, voilà, elle compte énormément pour moi. Ouais, j'entends, Sylvie. Merci pour votre témoignage. Merci. Dans quelques instants, nous accueillerons Nancy, qui a été adoptée elle au Brésil avec sa sœur. Elle a fait beaucoup de travail sur elle-même pour se sentir au mieux dans sa nouvelle identité ici en France. Il y a Yannick qui témoigne sur Twitter, #Europe1. Il n'y a pas toujours des embûches dans la procédure d'adoption. Notre parcours fut limpide et sans grande difficulté. Europe 1. L'adoption et son parcours fait de doutes, de joie, d'épreuves. Le 39-21 pour venir nous raconter votre histoire. On vous attend et vous écoute au 39-21. L'adoption, cette grande histoire d'amour si singulière et ces liens tissés après parfois de longues années d'attente. Vous nous racontez votre parcours. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Et on écoute Cécilia Krull avec My Life is Going On. Wherever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel. Le générique de la série télé espagnole Casa de Papel, My Life is Going On, excellent. La version remixée, excellente série télé, exactement, Netflix. C'était Cécilia Krull sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de cette aventure familiale qu'est l'adoption. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Nancy. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Nancy. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 39 ans et je vous appelle de Rennes. De Rennes, en Bretagne. Très belle ville, j'adore Rennes. Vous êtes arrivée en France, Nancy, depuis le Brésil à l'âge de 10 ans avec votre sœur de 6 ans. Et c'est une mère célibataire qui vous a accueilli. Vous dites que lorsque vous êtes arrivée en France, c'était comme arriver à Disneyland. Racontez-moi voilà, ça. C'est ça. Au fait, dès notre départ de l'orphelinat avec notre mère adoptive, donc nous attendions nos passeports pour venir en France. Et déjà là, c'était tous les jours des découvertes, l'hôtel, le restaurant, des sorties.
Et ça s'est amplifié en France parce qu'il y a eu encore plus de nouveautés, une chambre, enfin les effets personnels que à l'orphelinat on n'avait jamais eu. Et moi, étant une enfant ayant vécu dans la rue au Brésil, à Sao Paulo, c'était énorme. Par exemple, notre mère était vraiment très généreuse, donc nous avait un peu trop gâtés la première année, je trouve, enfin aujourd'hui, mais je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est exactement ça. Quand je repense à mon arrivée en France, oui, c'était un peu le déracinement pour moi, je ne l'ai pas vécu tout de suite la première année. Alors, avec votre maman, le courant est passé tout de suite, et les liens se sont très vite créés entre vous, vous nous avez dit. À l'adolescence, vous avez eu du mal à trouver votre place. Vous avez eu des angoisses, vous vous sentiez en insécurité. Vous parliez beaucoup du Brésil. Racontez-moi cette période-là. Alors, mon arrivée en France, j'ai appris très rapidement le français. J'avais pas de soucis particuliers, contrairement à ma sœur qui avait beaucoup de soucis de santé. Donc, j'ai été, après ma première année, en pensionnat. Oui. Puisque ma mère était mère seule, était médecin du travail, donc elle travaillait aussi. Et malheureusement, j'avais une psychologue au début, mais elle ne servait à rien. Très sincèrement, je n'arrivais pas ça ne donnait rien en fait. Ouais. Et c'est avec l'aide d'un éducateur social que j'ai pu exprimer un petit peu donc mes angoisses. Alors c'était la plus grande, c'était la peur d'être à nouveau abandonnée et de retourner au Brésil parce que j'avais un sale caractère. Enfin, je l'ai toujours, je pense. Et ma mère, elle aussi était très têtue et n'acceptait pas forcément que je puisse défendre une mère biologique alcoolique ou voilà des parents qui nous ont laissés, on va dire, dans la rue en malnutrition et tout ça. Vous êtes retourné au Brésil aujourd'hui ou Non, malheureusement pas encore, mais très bientôt, on va dire l'année prochaine, j'espère. Bon, en tout cas, j'entends dans votre voix quand même que tout s'est bien passé. Vous paraissez totalement apaisée. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Très sincèrement, aujourd'hui, je n'ai, comme on est tombé d'accord pour une fois avec ma mère. L'adoption, on peut dire que c'est réussi. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance de quand même pouvoir aujourd'hui être quand même apaisée par rapport à l'abandon. Oui. Et surtout, malgré les carences affectives, parce qu'être adopté à 10 ans, vous savez, c'est pas comme les parents adoptent à 3 ans. Voilà, donc malgré tout ça, très sincèrement, l'adoption pour nous, moi et ma sœur, voilà, oui. Merci beaucoup Nancy. Vous nous avez ramené ce grain de voix aussi, voilà, ce beau, l'accent limite, mais en tout cas vous avez une très jolie voix et merci pour votre témoignage de cette adoption réussie pour vous et votre sœur. Merci aussi à Blandine, à Julia, à Julien Pierron, à Ivan et aussi à Sylvie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons vu combien il est délicat pour chacun de trouver sa place dans une nouvelle famille. Le processus d'adoption est souvent très long et l'on peut parfois être déçu. Nous l'avons vu, il faut avoir conscience qu'un enfant adopté a ses fêlures et qu'il est important de le comprendre, de l'entendre et de le guider au mieux dans sa nouvelle vie, surtout lorsqu'il a déjà vécu plusieurs années une autre vie. L'adoption est une véritable aventure familiale, humaine, sensible. Si vous souhaitez vous renseigner à ce sujet, n'hésitez pas à contacter l'EFA Enfance et Famille d'Adoption ou encore l'association de la Voix des Adoptés. Vous pouvez continuer à en parler bien évidemment sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.